Cicéron, en latin Marcus Tullius Cicero, homme d'État romain et brillant orateur, est né le 3 janvier 106 avenue Jésus-Christ à Arpinum en Italie et est assassiné le 7 décembre 1943 avenue Jésus-Christ, calendrier julien, à Formie. Il est à la fois avocat, philosophe, rhéteur et écrivain latin. Citoyen romain, né dans une famille équestre ayant de fortes assises locales à Arpinum, Cicéron n'appartient pas à la noblesse, ce qui en principe ne le destine pas à un rôle politique majeur. Après une solide formation à la rhétorique et au droit, il réussit, grâce à ses talents d'avocat, à se constituer suffisamment d'appui pour parvenir, en 63 avenue Jésus-Christ, à la magistrature suprême, le consulat. C'est un homme nouveau, homo novus. La même année, et dans une république en crise menacée par les ambitieux, il déjoue la conjuration de Catilina, notamment grâce à l'énergie de ses discours, les catilinaires. Les amis, passons aux citations les plus célèbres de Cicéron. C'est parti. Les arts ont besoin de témoignages de considération. La soif de reconnaissance donne à tous de l'ardeur au travail alors qu'on abandonne vite une activité qui ne rencontre pas l'adhésion. Il est indécent de se vanter soi-même, surtout de ce qu'on n'a pas fait. L'étranger et l'hôte ont le devoir de s'occuper exclusivement de leurs propres affaires, de ne point s'occuper de celles d'autrui, et de retenir une curiosité indiscrète dans un pays qui n'est pas le leur. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. Les hommes croient toujours que le malheur n'est pas pour eux. Chacun espère avoir la chance de m'être élu, comme s'il y avait forcément plus de gens chanceux que malchanceux, comme si l'on pouvait être assuré de quoi que ce soit ici-bas, comme si l'espérance était une attitude plus sage que la peur. Il n'y a point d'amitié plus douce que celle qui naît de la sympathie des caractères. Rien ne fait naître les amitiés avec plus de force que la ressemblance des bonnes mœurs. L'essence de la justice est de ne nuire à personne et de veiller à l'utilité publique. L'homme qui, dans un accès de colère ou entraîné par la passion, fait violence à un autre homme, me semble porter la main sur son frère, et celui qui ne fait pas tous ses efforts pour arrêter les effets de cet emportement est aussi coupable, selon moi, que s'il abandonnait sa patrie, ses parents ou ses amis en péril. Le fondement de la justice est la bonne foi, c'est-à-dire le respect de notre parole et l'inviolable fidélité à nos engagements. Le premier caractère de l'homme juste est de ne jamais nuire à personne, à moins qu'il ne soit injustement attaqué. Ensuite, de se servir des biens communs comme appartenant à tous, et des siens seulement comme lui appartenant en propre. La vie entière est réglée par le devoir, que vous soyez homme public ou privé, dans le sein de votre maison ou en plein forum, que vous ayez affaire à vous-même ou à votre semblable, vous êtes soumis à des devoirs. Si vous les respectez, vous êtes honnête homme, malhonnête homme si vous les négligez. Le but de tout homme qui commande aux autres doit être de rendre heureux ceux qui se trouvent sous son empire. Diriger, ordonner ce qui est juste, ce qui est utile, ce qui s'accorde avec les lois, telles sont les fonctions des magistrats. Les lois sont au-dessus des magistrats, ceux-ci sont au-dessus du peuple, et l'on peut dire avec vérité que le magistrat est une loi parlante, et la loi un magistrat muet. Deux règles essentielles
Elles doivent être observées par ceux qui sont à la tête du gouvernement. La première est de n'avoir en vue que le bien public, sans jamais regarder ce qui serait de leur avantage particulier. La seconde d'étendre leurs soins également sur tout le corps de l'État, et de n'en pas négliger une partie en faisant du bien à l'autre. Il en est de celui qui gouverne, comme d'un tuteur, et en cette qualité, ce n'est pas son bien particulier qu'il doit faire, mais le bien de ceux dont les intérêts lui ont été confiés. Celui qui n'aurait soin que d'une partie des citoyens, et qui négligerait les autres, exciterait la discorde et la sédition, qui sont ce qu'il y a de plus pernicieux à tous les États. Dieu est le Père commun d'une grande famille dont tous les hommes sont les enfants, unis ensemble par le lien de l'humanité, formés les uns pour les autres, obligés par conséquent de concourir au bien public et de s'entraider par toutes sortes de services. L'homme ne doit point borner ses vues ni son zèle au seul avantage du pays où il a reçu le jour. Il doit se regarder comme un citoyen du monde entier qui, dans ce sens, ne fait qu'une seule ville. Rien n'est plus conforme à la nature de l'homme que la bienfaisance, mais elle doit connaître des lois. Prenons garde si nos bienfaits ne nuisent point aux autres, et ne tournent pas contre ceux-mêmes qui en sont l'objet, si notre libéralité ne l'emporte pas sur nos moyens, et si nos présents répondent aux mérites de ceux qui les reçoivent, car c'est là le fondement de la justice, à laquelle toutes nos actions doivent être subordonnées. Un caractère liant et facile, une conversation douce, sont les premiers assaisonnements de l'amitié. L'humeur triste et sévère a bien quelque gravité, mais l'amitié veut plus d'aisance et de liberté, de douceur et d'indulgence. Une jeunesse déréglée et intempérante ne transmet à la vieillesse qu'un corps épuisé. Pardonnez à vos ennemis, et ne soyez inexorables qu'à vos amis. Un ami sincère se révèle dans l'adversité. Rien de tout ce qui est donné par la nature à tous les hommes n'est un mal. Aimer les hommes et les servir, c'est là notre premier devoir. Rien ne sied mieux à l'homme que de se montrer conséquent dans tous ses desseins et dans toutes ses actions. Le devoir du magistrat est de bien entendre qu'il représente la société, qu'il doit dans sa personne en soutenir la dignité et l'honneur, veiller au maintien des lois, faire respecter les droits des citoyens, et se souvenir que c'est là un dépôt sacré confié à sa garde.